il était arrêté. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc je vous laisse. On repose des Ouais. questions. Puis... Alors, En, le, en gros, donc le transistor, c'est une porte logique, on est Oui, d'accord? tout à fait. Et en fait, cette porte logique, donc c'est comme un interrupteur, et qui va passer en mode ouvert ou fermé à partir d'un certain seuil de Tout à tension. fait. Exactement. Tout à fait D'accord. compris. C'est exactement Et ça. Ce que l'on voit ici, là. On voit bien voilà. que à partir d'un certain seuil rouge, là, qui est de 735 millivolts, il commence à conduire. Et puis il va conduire de plus en plus, de plus en plus. L'intensité va monter de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à 2 volts 2, auquel cas il est complètement conducteur et l'intensité est complètement stable. Donc là, il est complètement ouvert. Au départ, il est complètement ouvert et puis après, il est complètement fermé, ou suivant ce que tu Ah, veux. mais c'est ça en fait. Donc là, il marche à l'envers. C'est Oui, quand il a la tension max, il se ferme. oui, en entrée, oui. Oui. oui, oui. Il devient conducteur. Il est complètement conducteur, c'est-à-dire que la tension à ses bornes, comme il est conducteur, le courant qui passe, qui sort par la résistance, vient par là, ressort par l'émetteur, mais entre les deux, ici, là, on n'aura plus que 0 volt. Comme un interrupteur. C'est comme si on avait un interrupteur. Un peu comme un relais. On est dans le cadre d'un relais. C'est-à-dire que si j'avais mon relais à la place de tout ça, là, j'alimente ma bobine se ferme, les contacts se ferment, et ce point-là de la résistance se retrouve donc à la masse, et le courant circule. C'est la même chose qu'un relais. Ok. Hein. Mais alors, le Ce qui me temps, perturbe, c'est que ça marche à l'envers en fait, quoi. C'est-à-dire que si on regarde la tension, le problème, c'est quand, comme on regarde la tension et non pas le courant qui circule, on regarde la tension qui est aux bornes de notre transistor, évidemment, elle est à 0 au moment où le courant circule et elle est à 1 au moment où le courant ne circule pas. Ça fonctionne bien à l'envers. Ouais. Un montage monté comme ça en émetteur commun avec en collecteur ouvert, hein, ce qu'on appelle aussi, hein, ça peut être en collecteur ouvert. Alors ça on le voit beaucoup hein, dans les dispositifs Émetteur optocoupleurs commun et par exemple. collecteur ouvert, c'est pareil? Euh, bah, le montage est d'abord en émetteur commun et puis après le collecteur est ouvert. Pourquoi? Parce que cette résistance là, elle n'est pas censée être là. Le montage, à l'origine, il est comme ça. Donc, quand on reçoit par exemple un optocoupleur dont parlait tout à l'heure Yves, Oui. l'optocoupleur, il est fourni comme ça. Ici, devant ce transistor-là, on a une diode qui va éclairer le transistor qui est là. Le transistor, quand il est éclairé, le collecteur est connecté à l'émetteur. C'est sa nature. Donc, on va dire que quand on éclaire le transistor, quand on envoie donc une impulsion sur la LED ou qu'on alimente la LED, le transistor est en tous les cas en conduction. Le collecteur est relié à l'émetteur. Et la tension que l'on a ici, elle sera de 0, bien entendu. Et notre charge, on la mettra toujours ici. Donc il est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté. Quand on reçoit l'optocoupleur, le Oh. collecteur n'est pas connecté. Il est en l'air. La borne n'est connectée à rien. Elle est connectée à l'intérieur, mais elle n'est pas connectée à l'alimentation, puisque l'alimentation, on ne la connaît pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a 15 volts, mais Yves avait 100 volts. Donc, l'optocoupleur était prévu pour 100 volts, le transistor aussi, et il a connecté son flash, il l'a connecté là, son flash. C'est-à-dire qu'il a fait, toc, passif composant, non, c'est output on label, une lampe, pof, il a connecté sa lampe ici. Voilà. Ça, c'est son flash. Mais au début, on ne sait pas. Donc, le composant s'appelle en collecteur ouvert. Alors, ça existe pour un optocoupleur, mais ça va Le exister aussi collecteur, pour... c'est celui qui est en haut, hein, c'est ça? Ouais, regarde, quand je mets ma petite souris, on voit Ouais, quand émetteur on en voit la bas. souris, on voit, ouais. Ok. Voilà. Le collecteur, c'est celui qui est en haut. C'est pareil ici pour le MOS. Hein, on va avoir ici le drain qui est en haut. Donc là, on sera en drain ouvert, évidemment. Et ici, on est en collecteur ouvert. Et C'est-à-dire en fait, qu'il est le collecteur et l'émetteur, ils communiquent tout le temps. communique quand la base décide que le courant puisse circuler entre les deux. C'est quand on a D'accord. suffisamment de courant, suffisamment de tension et donc de courant qui traverse la base et l'émetteur, donc qui va dans ce sens-là, comme ça, eh bien le collecteur, lui, va s'ouvrir. Je vais grossir un petit peu le schéma. Voilà. Ok. Donc quand le courant circule entre les deux, là, entre là et là,
eh bien, il y en a une autre partie qui va circuler là. Mais c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait ce qu'on appelle le gain de notre transistor. Là, quand je mets la souris dessus, on voit en bas à droite 100, un gain de 100. Pourquoi? Parce que B est 200, bêta est 200. Donc ça veut dire que le gain est 200. C'est-à-dire que quand je vais fournir 1 mA ici, j'en aurai 100 mA capables de circuler dans cet espace-là. On l'avait vu ça un petit peu la dernière fois, mais la dernière fois on avait un montage dans lequel on avait une résistance ici et une résistance ici. Donc cette résistance, elle était là en quelque sorte d'équilibrage ou de polarisation de cet élément-là qui faisait que le gain était déterminé par la valeur de ça sur la valeur de ça. Enfin la valeur de ça sur la valeur de ça. Donc on avait 10 kΩ ici, 1 kΩ ici, on avait un gain de 10, on avait 1 kΩ ici, 1 kΩ ici, on avait un gain de 1. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Là on n'a pas de gain là. Le collecteur et l'émetteur, en fait, l'entrée, elle se fait toujours sur la base, c'est ça? La commande se fait sur la base, oui. Commande. Ouais, la commande se fait sur la base. C'est lui qui initie l'état comme un relais. Ça, c'est la bobine. Le B, ça peut être considéré comme la bobine du relais. Parce que le out, là, on voit qu'il peut être en haut ou en bas si on regarde le transistor d'à côté, là. Ah bah parce que le out, il est toujours dans le collecteur. Regarde. Ouais. Mais comme le transistor est une polarité différente, il faut le mettre dans le bon sens. On voit là, le plus est ici, le courant circule, il sort bien par la flèche. La flèche, elle vient bien à la masse. Ici, le courant arrive, il rentre bien par la flèche. C'est dans le sens, tu vois. La flèche, elle est bien dirigée vers le bas, vers la masse. Ici, c'est pas pareil, parce que c'est un MOS, c'est pas la même chose. L'émetteur, il est en haut, et sur le premier, vas-y. Voilà, et sur le premier, l'émetteur est en bas, parce que le courant, il doit circuler comme ça. Et nous, là, on est en collecteur commun. En émetteur commun. Donc il faut que l'émetteur soit le même pour l'entrée et la sortie. Donc on a bien notre émetteur commun. Le courant arrive par là, par le collecteur, il rentre par là, hop, il sort et il vient là. Ici, même chose, on est en émetteur commun. Donc l'émetteur est bien ici, ça descend. Mais c'est bien inversé là par rapport à celui qui est à côté, c'est ça que je Il est bien inversé parce que c'est un PNP. Il est fait pour travailler avec l'émetteur dans le plus, alors que celui-là est fait pour travailler avec l'émetteur dans le moins ou à la masse. Yes. C'est juste le sens qui est changé. La résistance là, normalement, elle aurait dû être ici, là, entre le haut et le bas, mais c'est pas d'importance. Dans notre montage, ça n'avait pas trop d'intérêt. Voilà, donc là, c'est ce qu'a utilisé, comment Yves, comme il a fait là. Ça, c'était le. J'aurais une question. Delphine, c'est bon pour toi? Ouais. Ok, alors moi j'ai une question. Imagine que la lampe que tu as mise là, je veux. Bah, c'est une petite lampe de flash, admettons. Enfin bon, je veux faire un stroboscope. Compte tenu que le transistor, il met un certain temps à passer de l'état coupé à l'état commutatif, alors je ne sais pas combien de temps dure cet état-là, ça veut dire qu'il y a une fréquence au-delà de laquelle je ne pourrais pas passer parce qu'il n'aura pas le temps de chauffer, on va dire, assez suffisamment pour être conducteur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et tu enregistres quand même les questions, Christian? Oui, j'enregistre là tout le temps. Ah ouais, super, ouais. Donc là, j'aurais enregistré tout à l'heure la petite explication de la tension qui monte par rapport aux commutations, parce que je ne l'ai pas fait, mais du coup je le fais. D'après toi, à quelle limite serait la vitesse de commutation du transistor? Tu dis que ça met un certain temps, mais combien? Vas-y, donne une appréciation. J'ai pas vu parce que j'ai essayé de repérer le truc quand tu mettais ta flèche dessus. Non, mais c'est de la simulation là, mais. De temps entre les deux, mais ça met un certain temps, quelques millisecondes, certainement. Mais ça, c'est la simulation qui montre ça. Les vitesses là, c'est 40 Hz. C'est la simulation qui là provoque des temps de montée, des temps de descente. D'accord. Okay. Non, on peut pas dire ça. Mais d'après toi, est-ce que tu crois qu'il y a un temps pour ça ou pas? Bah sûrement, puisque tu nous as montré que le transistor, il n'était pas immédiatement conducteur, il fallait qu'on atteigne une certaine tension. Ouais, une certaine tension. Il fallait qu'on ait une tension sur sa base pour qu'il puisse être conducteur. Il bascule pas pendant. Non, pas forcément pendant un certain temps. Sinon, il faut simplement. La courbe serait immédiate là. Si oui, mais tu vois, je suis tout à fait d'accord. Mais notre tension là, on part d'une rampe.
Donc effectivement, on a bien une tension qui monte petit à petit, Voilà. et donc notre transistor, il n'est pas commuté automatiquement. Mais une fois que la rampe a dépassé, on n'a plus là de choses qui montent là. On n'a pas un espèce d'arrondi dans cet endroit-là. Non, je suis d'accord. Là, je vais mettre des signaux, les petits signaux qu'on avait tout à l'heure, hein, avec Carré. les petits signaux carrés, pour qu'on voit s'il y a un temps de montée ou un temps de descente, d'accord? Ah non, tu mets des pulses. Tu mets des pulses. Des plus, hein, pour qu'on voit. Voilà, j'ai stoppé. Bah, Ah oui. oh merde, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas. C'est moi qui me suis trompé. Voilà. On voit pas de temps. Ça monte directement. Hein. On voit bien qu'on a notre signaux carré, il monte, paf, notre intensité elle arrive tout de suite, notre signaux carré descend, hop, notre intensité descend tout de suite. En fait, il y a des transistors, il n'y a pas de temps de latence. Enfin si, il en existe un évidemment, sinon on aurait un super transistor. Il y en a un. Ça va être la fréquence pour laquelle le transistor a été fabriqué. Est-ce que c'est un transistor déjà qui est fait pour les commutations? Ça existe, des transistors qui sont spécialisés dans la commutation et qui ne sont pas spécialisés dans l'amplification, c'est-à-dire que ils n'auront pas un transfert linéaire au niveau de leur gain, ça va être un peu particulier, ils vont vraiment être utilisés pour ça, et puis la construction qui va dire c'est un transistor de commutation ou un transistor qui est fait pour fonctionner dans les hautes fréquences, auquel cas son temps de descente, son turn on ou off, eh bien ce temps-là va être assez faible, peut-être 100 nanosecondes, 10 nanosecondes, 30 nanosecondes, des choses qui sont relativement faibles. Beaucoup plus faibles par exemple qu'un optocoupleur. Un optocoupleur, il ne commute pas de 0 à 1 en un instant. Hein. Oui, Il a un temps de latence. Il y a des optocoupleurs qui vont être extrêmement rapides, qui vont être plutôt avec des diodes infrarouges à l'intérieur ou des systèmes très très pointus qui vont permettre d'avoir des commutations très rapides. Ça va être utilisé sur les lignes de transmission parce qu'on veut pas qu'il y ait de perte et on veut pas qu'il y ait justement de temps de descente et on veut pouvoir monter en fréquence. Donc si on veut monter en fréquence, il faut que le signal aille de 1 à 0 et de 0 à 1 le plus vite possible parce que si il descend de 0 à 1 en 1 milliseconde, eh bien on pourra pas dépasser 1 kHz. Donc on va vouloir descendre très très vite pour augmenter la fréquence et pour pas que les impulsions se retrouvent les unes contre les autres parce que le temps de descente a fait que ça peut pas être autrement. Donc on va utiliser des optocoupleurs rapides, même chose pour les transistors, on va essayer de faire en sorte d'utiliser le transistor le plus rapide possible et pour ça il va falloir le monter dans un dispositif où sa saturation sera suffisamment importante pour qu'il soit commuté bien à zéro, mais pas trop non plus parce que sinon il y a des charges qui vont rester dessus et il va pas s'ouvrir assez rapidement. C'est-à-dire qu'au moment où on va dire on veut plus qu'il conduise, il va rester encore un petit peu conducteur. Donc il va y avoir quand on va chercher la performance, il va y avoir un équilibre à faire. Peut-être qu'on placera une diode entre les deux là, ici, pour que le dispositif évacue les charges rapidement au niveau de la base vers l'extérieur. Il va y avoir, mais ça va être dans les montages extrêmement rapides. Si par exemple on imaginait utiliser l'Arduino à une fréquence, je sais pas moi, d'un méga pour commander un mégahertz pour commander un dispositif qui aurait besoin de ces fréquences-là, eh bien évidemment il va falloir chercher quelque chose de très performant au niveau de ce transistor. Et par contre, cette question, elle mérite d'être Alors sur un transistor, on n'aura pas ce problème-là, on aura moins de problèmes parce qu'entre la base et l'émetteur, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a un petit condensateur interne qui est lié à la conception du transistor, de même qu'il y en a un entre le collecteur et la base, il y en a un entre la base et l'émetteur, puis il y en a un aussi entre le collecteur et l'émetteur. C'est des capacités parasites. Elles sont très faibles sur un transistor bipolaire. Donc on n'a pas de risque, on n'a pas de problème en tous les cas à ce niveau-là. C'est complètement différent sur un transistor MOS. Un transistor MOS comme ça, il a une capacité importante entre la grille et la source. Elle est réellement importante. C'est pas 3 picots ou picofarad, c'est pas 1 nanofarad. Ça peut-être 10 nanofarad. Ça peut être relativement important à tel point que un transistor comme ça là, on le connecte pas, hein, c'est-à-dire on le met comme ça, voilà. Il n'est pas connecté sur sa guette. La guette est en l'air. On met le montage en fonctionnement. On pose le doigt sur la guette là. La lampe va s'allumer et elle va rester allumée. C'est-à-dire qu'on aura chargé
à une tension importante la grille ou la gate, et cette grille-là va rester tout le temps en positif, on va dire, et ça va rester relativement longtemps. Alors, longtemps, ça va dépendre des conditions atmosphériques, de l'humidité dans l'air, patati patata, mais en tous les cas, il y a un condensateur qui est placé ici, qui va servir donc de réservoir de charge. Eh bien, ça va nous gêner, parce que lorsqu'on va vouloir commuter une puissance importante, ou en tous les cas assez rapidement avec notre transistor là, eh bien ce condensateur qui est placé entre la gate et la source va nous gêner. Il va servir comme un filtre, on l'avait vu la dernière fois, un condensateur il vient comme un réservoir d'énergie, donc il va falloir le charger, donc ça veut dire que la pente ici pour monter là, ça va être un peu plus long, et puis il va falloir le décharger, donc on va avoir une limite de fonctionnement avec notre transistor. MOS, et puis ça va régénérer un problème, ça veut dire que si ça monte doucement ici, comme on l'a vu tout à l'heure avec les impulsions, enfin les dents de scie, si ça monte doucement, ça veut dire que ça descend aussi doucement vers le 0, que l'intensité monte doucement, ça veut dire que tout le moment où ça passe de l'état 0 à 1, plus ce moment dure, plus la puissance perdue au travers de ce transistor augmente. Et donc plus le rendement de notre système va être faible. Donc en règle générale, lorsqu'on utilise des transistors gate comme ça pour monter à des fréquences importantes, on va utiliser ici là un driver de MOSFET, ce qui est un produit qui va être spécialisé, qui va être chargé de commuter suffisamment violemment la grille sans dépasser les caractéristiques pour qu'elle soit bien mise à zéro très rapidement, qu'elle soit bien déchargée aussi très rapidement ou chargée rapidement. Ça va être un montage spécial qui va être devant. On ne pourra pas mettre une résistance de 10 kΩ comme j'ai mis là, ça ne marcherait pas. On ne le voit pas sur la simulation, parce qu'ils ne le prennent pas en compte. Mais si on avait un vrai simulateur, on verrait que ça ne marcherait pas. Enfin, qu'on a au-delà d'une certaine fréquence, on verrait que nos courbes en fait, de montée et descente sont ont une pente. On n'est pas un flanc raide comme on a là. Ok. Voilà. Mais autrement, oui. Donc là, tout à l'heure, j'ai mis une petite bobine là. Eh bien, c'est simplement pour dire, on a la même chose. Quand la bobine est alimentée, hop, on vient basculer ici. Quand la bobine n'est plus alimentée, notre dispositif ne conduit pas le courant. Donc on a bien une analogie avec une bobine, c'est la même chose. Je supprime ça. Voilà. On va essayer de voir si le simule cette pente là. Je vais enlever ça, a priori pas, parce que on aurait ici là, on aurait des choses qui seraient pentues et on les a pas. Donc je vais supprimer tout ça. Voilà, je vais faire out ici, view and scope. On va relancer la simulation. Voilà. Bon, on voit qu'on n'a absolument pas de pente, que même si j'augmentais j'augmentais la résolution. Voilà. On voit qu'on descend très rapidement et on monte très rapidement. Il n'y a pas d'énergie perdue. Alors on a une petite résistance là, mais ça ne changerait pas. Si on avait une grosse résistance, une résistance plus faible, je veux dire, ce serait pareil. C'est pas pris en compte. Mais il y a un condensateur entre les deux. Alors, on pourrait en mettre un pour voir ce que ça fait. On va le faire, puisqu'on a un outil de simulation, autant le faire. Voilà, je vais placer un condo. Évidemment, je vais pas mettre ça. Je vais mettre un 10 nano. Toc. Là. Ok, je vais enlever ça. Je vais le mettre carrément à sa place. C'est pas d'importance. Hop, voilà. C'est bon? Ça vous plaît? Ça vous parle? On a fait déjà ça la dernière fois. Pof, on le fait maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Hop, là, vous voyez, c'est déjà pas pareil. On a une pente là. C'est-à-dire qu'on est venu ici, et ici, il y a un petit quelque chose. Une 1,23. Et ici, je sais pas s'il y a quelque chose. On voit pas, c'est pas de. Mais on voit bien que il y a une pente. Et pareil à la descente. Alors là, c'est encore mieux. On voit bien qu'on a descendu lentement. Enfin, lentement. C'est façon de parler, mais on voit bien qu'on a eu un temps entre le moment où il était en haut et le moment où il est en bas, et la même chose entre le bas et le haut, on a quelque chose. Donc on voit bien que ce condensateur-là a apporté une modification. Et si on avait augmenté la fréquence, eh bien on aurait vu à un moment impossible de gérer ça, puisque l'état descendant serait collé à l'état montant. Donc ça illustre bien la difficulté qu'on va avoir à utiliser un MOS dans des commutations à haute vitesse, en mode simple. Par contre, aucun problème avec le transistor.
puisqu'on ne va pas mettre un condensateur à la place de la résistance, il n'y en a pas besoin. Là, c'est parce qu'il est intégré à l'intérieur du MOS. Hein. De même que ici, là, alors sur un MOS, on ne le voit pas ici, sur un MOS, on a quelque chose qui est comme ça. Mais si Voilà. Sur un MOS, on a toujours ça. Enfin, pas toujours, mais la plupart du temps, on a un dispositif comme ça. C'est-à-dire qu'on a une diode ici qui est montée à l'envers. Alors, elle gêne pas, hein, parce qu'on voit bien que le plus, il va passer par là. Il va pas passer dans la diode, puisque la diode, elle est polarisée dans le mauvais sens. Hop, et puis il va circuler par là. Donc il va faire ça, comme ça, il va passer là, il va passer là. Cette diode-là, elle est en protection du MOS, parce que c'est relativement fragile, et la plupart du temps, on met ça. Ça veut dire que quand on met un MOS à l'envers, c'est-à-dire si j'avais mis cette partie-là ici, puis l'autre, eh bien on a un court-circuit, puisque le courant va directement passer dans la diode. Ok pour ça? C'est pas dessiné ici, mais ça existe. Oui, donc tu voulais dire, Delphine? Ouais, non, ce que je te disais, c'est que tu disais que le condensateur, il était Intégré. intégré, ouais. Et du coup, là, le fait d'en avoir mis un autre, bah, Non, ça... mais il est intégré, mais il n'est pas visible. Il est pas tenu dans la simulation. Ah bon? Non, dans la simulation, on ne le voit pas. Dans la simulation, on a vu tout à l'heure, ça vient directement en bas et puis ça monte directement. Ouais. Il n'y a pas ces espèces de petites arrondies, tu vois, en bas. Bah, ils l'ont pas tenu en compte dans le Non, design non, non. Voilà, le logiciel SPICE qui a été utilisé, ou disons, on va dire la définition du transistor, n'a pas tenu compte de ça. Je ne sais pas si on peut le faire. Non, on voit rien. Tu vois, il n'y a pas un dispositif qui dit... Alors, threshold voltage, ça c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, sur un transistor comme ça, il y a 0,6 V. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une différence de 0,6 V entre la base et l'émetteur pour que le transistor commence à conduire. Soit dans un état de conduction. Ici, là, il faut 1,5 V. C'est ce qui est marqué là. 1,5 V. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas 1,5 V aux bornes, il ne conduira pas. Ça aussi, c'est quelque chose à bien faire attention quand on achète un transistor comme ça. C'est que un transistor ordinaire, donc on va dire à jonction, qui est ici, là, un transistor NPN ou PNP, c'est toujours 0,6 V entre ici et ici. Donc on n'a pas de souci à se faire. On regarde simplement, est-ce qu'il est capable de supporter l'ampérage que l'on a besoin, 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères? Est-ce qu'il est capable de supporter à ses bornes une tension de 5 volts, 10 volts, 30 volts, 100 volts entre le collecteur et l'émetteur? On s'en fiche un petit peu de ce qu'il y a entre la base et l'émetteur, ce sera toujours à peu près pareil. Et entre le collecteur et la base, c'est à peu près toujours pareil. C'est ce qui est important, c'est entre l'émetteur et le collecteur. On regarde sa tension, 100 volts, 200 volts, 500 volts, 1000 volts. Donc ça, c'est les deux paramètres qu'on a à prendre en compte. Et puis le gain, est-ce que c'est un gain de 1, 10, 100, ça veut dire qu'avec un gain de 100, on aura besoin de moins de courant dans la base pour le commuter, et avec un gain de 10, on en aura besoin de 10 fois plus, et avec un de 1, on aura besoin de beaucoup de courant dans la base pour pouvoir le commuter. Et par défaut, du coup, l'interrupteur est ouvert, donc. Oui. Quand tu le commandes pas, il est ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conduction, le courant ne circule pas. Il va ne circuler que lorsque... Non, c'est bien l'inverse, pardon, parce que tout à l'heure, on voyait que quand on arrivait... Que c'était inversé en fin de compte. Que quand on avait le voltage maximum, ça l'ouvrait justement. Oui, c'est ça, oui, mais c'est bien ça. Par défaut, il est ouvert. C'est-à-dire que quand tu le mets dans ton circuit... Par défaut, si tu lui mets 0... Non, par défaut, c'est 0 volts, 0 courant, donc il est fermé. Ah non, par défaut, non. Quand tu l'implantes sur ta plaque, quand tu le montes, ton transistor, il est connecté à ta charge, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive à l'intérieur de ton plus ici, ça passe comme ça vient là, et puis après, ça ne peut pas franchir parce que ton transistor n'est pas alimenté sur sa base, donc ça reste là. Donc ça veut dire que là, on a bien une tension qui est égale à celle-là, c'est-à-dire on va mesurer 15 volts, normal, puisque notre transistor n'est pas encore conducteur. C'est comme aux bornes de notre relais, on a bien 15 volts, il n'est pas conducteur. Donc on a 0 ici, et on a 15 là. Oui. Donc on est bien inversé. Et puis quand on va avoir une tension d'alimentation qui va monter à 5 volts là, on aura donc 5 volts à cet endroit-là, enfin on n'aura pas 5 volts, mais on aura 5 volts en tous les cas ici. Donc le transistor est conducteur, cette fois-ci, là on a 0 volts. Parce que le transistor est fermé, comme un interrupteur fermé. Okay. Comme le relais. Le relais,
Au moment où on va le commuter, les deux petits contacts vont se fermer, donc là on peut considérer qu'on a un contact qui se fait entre l'émetteur et le collecteur. Donc là, le courant va circuler par là et va passer du collecteur à l'émetteur directement, et donc la lampe va s'allumer. Mais c'est bien parce qu'on a un... Inversé, mais non en fait. Bah, c'est quand même inversé, mais le courant qui va circuler, lui, il est bien dans le bon sens. Ça veut dire que lorsqu'on en a un, le courant circule, lorsqu'on a 0, le courant ne circule pas. Mais la tension qui est là, qu'on en mesure, on a bien 0 volt. C'est-à-dire que si on voulait mesurer quelque chose sur le circuit, il faudrait s'attendre à trouver, lorsque le transistor n'est pas en fonction, 15 volts, et puis lorsqu'il est en fonction, 0 volt. Parce qu'on vient mesurer les choses par rapport à la masse. Si on devait les mesurer par rapport à la ligne plus, bah là, effectivement, on trouverait 0 volt pour 0 volt ici, et on trouverait 15 volts lorsque le transistor est commuté. C'est normal, on aurait les 15 volts de notre charge et, et du courant donc, qui circule dans notre résistance, dans notre charge. Mais la vitesse, oui. Ouais, Par vas-y. lui-même, le transistor, la commutation entre l'émetteur et le collecteur, le quantité de courant qui passe, on va dire, n'est pas proportionnelle à la tension qu'on applique sur la base. Non. C'est tout ou rien, quoi. Bah, Dès qu'on atteint le seuil 0,6 bah non, pas tout à fait, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il mettait un certain temps, c'est-à-dire qu'on a bien atteint 0,6 et puis la pente elle montait, et puis après là il était complètement conducteur. Donc entre le moment où il a commencé à conduire 0,6 et le moment où il est pleinement conducteur, il y a bien une différence de tension, c'est-à-dire à 0,6 il commence, et puis à 0,635 il est conducteur complètement, mais il y a bien eu 0,35 volts entre les deux, ou 0,035 entre les deux, pendant lequel il obtient, enfin, il atteint sa conduction au fur et à mesure, non pas par rapport au temps, mais bien par rapport à la tension. Alors, c'est pas la tension qu'on va avoir aux bornes, hein, c'est l'intensité qui va circuler. La tension, le fait qu'il y ait une intensité va effectivement provoquer une tension qui va augmenter, mais c'est bien l'intensité qui circule qui provoque une augmentation de tension, mais c'est l'intensité qui circule. C'est cette intensité. Ma question, c'était, on ne peut pas moduler le passage du courant par une tension sur la base, par une plus ou moins de valeur. Bah si, si je me... Si on reste dans la petite partie basse là du... Ouais, regarde, si je mets ça, hop, je remets comme on était tout à l'heure, hein. Ouais. Hop, ici, là, la dent de scie, on applique. Ok, je renvoie. Alors, on n'est pas sur le bon transistor, évidemment, mais on va le voir ici. Ok. Ah oui, mais faut peut-être que je remette tout mon dispositif en fonctionnement, hein, parce que là, évidemment, on a un peu cassé notre système. Donc là, on est bon. Ok. Voilà. On voit bien ici qu'on a bien une pente entre là et là. Et ça correspond bien à la montée qui est ici. Donc il y a bien un temps pendant lequel notre transistor était ici. Alors, on est là, hein. C'est ça, cet endroit-là. Là. Ça, c'est la petite pointe. Là. Quand je dessine comme ça, il faut imaginer que la dent de scie, elle est là, et puis elle redescend. Donc il y a bien pendant tout un temps jusqu'ici où le transistor n'est pas conducteur. La tension, elle est à 15 volts. Puis, après, on va de là à là, ici, là, de là à là, pendant lequel il est conducteur. Donc ça vient bien de là à ici. Donc ce temps-là, c'est bien proportionnel à un petit bout de la dent de scie. Pas beaucoup, mais un petit bout. Alors on va remettre les valeurs correctes. Et attends, Christian, excuse-moi. Vas-y, dis. Là où il y a juste en haut à gauche, juste en dessous là. Ouais. Donc ça, là où tu es avec ta souris, oui. Ça, c'est ce qui arrive dans la base. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Oui. Ensuite, là, on a ce qu'il y avait sur l'émetteur, là, celui du haut, là. Ouais, celui-là, là. À gauche, là, le 15 volts, là. En bas, oui, ça, le 15 volts, c'est la source. C'est ce que l'on a qui est externe. On retrouve sur le collecteur, là. Ah, c'est le collecteur, pardon. Hein. Donc, ça arrive sur le collecteur. Oui. Donc, sur le collecteur, il y a 15 volts. Voilà. On va envoyer jusqu'au seuil, là, sur la base. Oui. Ces 15 volts, ils vont diminuer. Et oui. moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est
la tension sur le en face là, sur le collecteur ou l'émetteur. Ah, tu vas voir. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez? Non, Voilà. ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter ça. On le voit bien. Donc là, on voit Et je bien stoppe. les 15 volts qui descendent. Et là, la tension en haut, la même chose. Ouais, je suis bête. Voilà. Donc je suis revenu. Donc Ok, on le voit bien là. Ici, on a le départ de notre tension qui arrive. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et à cet endroit-là, là, quand je vais basculer du moment où le transistor va commencer à rentrer en conduction, on va dire, il n'est pas en saturation encore, il commence, c'est la partie linéaire du transistor, on est à 740 millivolts. Puis, alors, on monte, 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 et hop, ici, là, on est à 2 volts 1. Donc on voit bien que entre ce moment-là et ce moment-là, on a eu presque 1 volt 4 même, et pendant tout ce temps-là, notre transistor a bien une partie linéaire là. On voit bien que cette montée-là, elle est bien un peu proportionnelle à cette descente. Il n'y a pas de... Et puis après, plus on est bien passé en saturation. C'est-à-dire que là, le courant de base ou la tension de base continue d'augmenter, mais lui, il est en saturation. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire mieux. Ouais. Ça, c'est la zone de saturation. J'ai compris ce que Delphine ne comprend pas. Là, l'histoire de l'inversion, je comprends Ah. ça. C'est que Delphine, le fait que la tension baisse, ça veut dire que le courant augmente. Oui, oui. bien sûr. C'est pas le courant qui diminue, c'est que le courant augmente. Plus la tension, la ligne verte là, qui descend, c'est la tension qui baisse, parce que la différence de potentiel entre le La base. collecteur et l'émetteur, non pas la base, le collecteur et l'émetteur baisse jusqu'à ce qu'il soit complètement conducteur, et quand il est en bas, eh ben, il y a 0 volt entre le collecteur et l'émetteur, et le courant passe au maximum. C'est ça, hein, François? Oui, tout à fait. Enfin, oui, c'est ça. Oui. Christian, je veux dire. Ouais. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je suis d'accord avec ce que dit Yves. T'es pas d'accord? Si, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ah bon, d'accord, oui. Je repars en plongée. Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est soit tu commences à réfléchir en tension, soit tu commences à réfléchir en courant. Ou tu réfléchis en courant, ou quand tu es assis, ou même quand tu cours pas. Hein, tu fais comme tu veux. Oui, tout à fait. Tu réfléchis comme tu veux, en fait. Là, je vais vous faire autre chose. Là. Je vais vous mettre les deux en même temps. Je vais pouvoir combiner les deux là. Et en Voilà. fait, ça veut dire que le courant, là, dans ce schéma-là, sur la base et l'émetteur, à partir du moment où la gate est ouverte, il est toujours égal. Oui. Entre Que la gate le ou que collecteur la et tension... Voilà. De toute façon, il est toujours égal. Alors, soit il est complètement ouvert, et dans ces cas-là, on aura toujours 15 volts, soit il est complètement fermé, on aura 0 volts. Mais oui, bien sûr. Regardez là ce que je vous ai fait. Alors, je vais augmenter un peu. Je vais recontinuer, mais je vais augmenter la définition. C'est dans l'autre sens. Non, c'était dans le bon sens. Voilà. Oups. Vous voyez, là maintenant, au lieu de travailler avec les tensions, ce qui était assez compliqué puisque c'est la tension qui augmente avec la tension qui diminue ici, plus la tension augmente là, plus la tension diminue ici, je vous ai mis les courants. C'est-à-dire, c'est le courant qui circule, provoque quel courant dans le collecteur. Et on voit bien qu'on a un gain important. Ça veut dire qu'on a un tout petit courant qui circule ici. Hein. Là, on a un courant de 275 microampères. Ici, on a 387 microampères. Et on voit que notre courant, par contre, sur notre dispositif, là, il est passé de 15 milliampères à, enfin, ou de quelque chose comme, alors là, je ne vais pas vouloir le prendre, est-ce qu'il va vouloir, voilà, hop, non, il quitte, enfin, il est à 0 milliampères ici, hein, et il arrive ici à 15 milliampères, alors que mon courant de base, lui, est passé de 297 nanos à, pour une conduction maximum, à 144 microampères. Donc, c'est ce petit courant-là, cette différence-là de courant, a provoqué une différence de courant dans mon collecteur, et mon collecteur, après, est en saturation. Cette zone-là, c'est la zone linéaire de notre transistor. Et c'est celle-ci qui devra être le plus
la plus courte possible, cette zone linéaire là d'utilisation, parce que c'est cet endroit-là où le transistor chauffe. Un transistor, quand il chauffe, quand il est en commutation, il chauffe pas forcément parce qu'il y a un courant important qui traverse le transistor, il chauffe parce que il a mis du temps à passer de là à là. Ça veut dire que la tension de base n'était peut-être pas instantanément de 0 à par exemple 3 volts. Peut-être que la tension de base elle a mis du temps. Peut-être que notre Arduino il n'arrive pas à fournir le courant nécessaire et que du coup ça met du temps à monter et on obtient une montée lente. Et si on obtient une montée lente, eh bien on a un transistor qui va chauffer parce qu'il va passer de l'état non conducteur à l'état conducteur dans une durée qui va l'échauffer, puisque c'est quand même du courant qui passe, alors que le transistor n'était pas fait pour ça. Dans un transistor en commutation, souvent on ne met pas de radiateur, c'est pas la peine. Mais si le montage n'est pas bien fait, si le transistor s'échauffe dans ses durées de commutation, eh bien on va placer un radiateur, quelque chose pour le refroidir. Si sa vitesse, si on l'utilise à une vitesse très rapide, eh bien effectivement, il va y avoir davantage de temps de montée et de temps de descente que de temps où il est en mode saturation, donc il va chauffer davantage. Parce qu'il existe, tout à l'heure on disait le temps est négligeable, mais même s'il est négligeable, lorsque les courants sont importants, eh bien ça a une influence sur sa température. Voilà. Donc là on le voit bien, cette petite pente là. Je pense que je pourrais avoir une pente un peu mieux. Guité, chaud, ça. Et on va voir quelque chose de... Voilà. Ça c'est on voit bien cette pente là qui monte, elle est très faible. On est passé de 419 microampères à 121 microampères et on voit bien qu'on aura en se basant par rapport au temps, on voit bien qu'on aura une commutation ici à 191 microampères. On va commencer à conduire. On aura terminé à peu près ici, là, 348 microampères, on sera complètement conducteur. Mais il y a bien un temps. Sur des créneaux, là c'est parce qu'on a une dent de scie, ça n'existe jamais pour commander un transistor. On ne va pas mettre une dent de scie pour commander un transistor en commutation. On va essayer de partir avec déjà quelque chose qui fait on-off au départ. Mais si on devait mettre une dent de scie, eh bien, il faudrait tenir compte de cet état-là, qui sera un état d'échauffement. On peut le faire, un transistor lorsqu'il est utilisé par exemple en commutation pour détecter des seuils, c'est-à-dire que au-delà d'un certain seuil c'est un seuil analogique et au-delà d'un certain seuil il commute et en dessous de certain seuil il décommute. Eh bien le moment où il va passer de on à off, il va être dans la partie analogique puisque c'est un signal analogique. Eh bien ce temps-là va faire en sorte que le transistor sera en mode linéaire et il va chauffer. Ça veut dire aussi que l'élément qu'il va commander ne sera pas tout à fait alimenté pleinement pendant ce moment linéaire là de notre commutation. Voilà. Bon. Est-ce que ça vous paraît clair? En tous les cas, est-ce que ça vous permet de mieux comprendre lorsque vous aurez quelque chose à alimenter comment on fait? Là, on a mis 15 volts, mais on aurait pu mettre 100 volts, 200 volts, 300 volts. On va définir après le transistor par rapport à ça. Le simulateur va le laisser faire. Il n'a pas de réglage par rapport au transistor. Donc, tu mettrais 100 volts ou 200 volts, ça marcherait pareil. 1000 volts, c'est pareil. Il s'en fiche. Dans un vrai simulateur, si tu mets un transistor qui est prévu pour 15 volts et puis tu mets 1000 volts, ça va te le dire. Mais là, pas besoin. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous va? Alors moi du coup j'ai découvert que c'était le temps de commutation qui le faisait chauffer, le transistor. Ah oui, c'est ça, c'est le temps de commutation. C'est vraiment le temps qui monte. Ah ouais, ça j'avais pas notion. C'est pour ça en fait que plus on augmente la vitesse de commutation, peut-être que c'est mieux pour le dispositif. Par exemple, quand on contrôle un moteur ou on voudrait contrôler une lampe, ça serait mieux si la commutation était rapide que si la commutation se fait toutes les secondes. Parce que si on est en PWM par exemple, parce que c'est souvent le cas, on est en PWM à la sortie de notre Arduino et puis on veut commander une lampe qui fait par exemple 1 ampère. Si on met notre Arduino directement sur la lampe, évidemment ça marche pas. On met donc notre lampe au travers d'un montage comme ça, transistor, collecteur ouvert et transistor en émetteur commun.
Eh bien, si pour des raisons techniques notre transistor ne commute pas assez rapidement, donc on baisse la vitesse, à 1 Hz évidemment il ne va pas chauffer, sauf que notre lampe elle ne va pas tellement graduer parce qu'on va avoir une oscillation monstrueuse. Si par contre on augmente à 20 Hz, 25 Hz, 50 Hz, on ne va plus avoir d'oscillation, ça va être transparent pour les yeux, mais peut-être qu'il va commencer à chauffer. Et si on monte à 500, 1000, 10 kHz, 100 kHz, peut-être qu'il ne va pas avoir le temps de commuter parce que ce n'est pas un bon transistor pour la commutation et il va commencer à chauffer. Ça va arriver pour un MOS en tous les cas, c'est sûr. Donc c'est pour ça que dans les alimentations à découpage, une alimentation à découpage, ça ne chauffe pas par rapport à une alimentation classique parce que le transistor est utilisé en mode de commutation. Malgré tout, il y a des petits radiateurs quand même à l'intérieur parce que le temps de commutation influe sur la puissance dissipée par le montage et donc fait descendre le rendement et donc provoque de la température. Mais on est proche de rendements importants, hein, peut-être 80% ou des choses comme ça. Les élévateurs de tension qu'on utilise avec des petites selfs et puis des diodes et puis des transistors pour par exemple passer de 5 volts à 10 volts ont des rendements assez élevés parce que le transistor, ce sont des transistors de commutation, les diodes sont des diodes faites pour la commutation et on va avoir très peu de pertes dans les états de passage de 0 à 1 ou de 1 à 0. Donc on va limiter. Mais si notre montage est mal fait, si les bobines sont en saturation, patati patata, eh bien on va avoir des temps de commutation un peu plus longs et on aura un échauffement du montage. Voilà. Mais c'est bien le temps de commutation qui fait que la température... Alors, l'intensité qui circule aussi, bien entendu. Hein, un transistor, c'est 0 volt au maximum, on va dire 0 volt. Pour les bons transistors de commutation, 0 volt 3 aux bornes lorsqu'il est conducteur, 0 volt 3 multiplié par 1 ampère, eh bien ça nous fait 300 milliwatts, multiplié par 10 ampères, ça nous fait 3 watts, par 30 ampères, 90 watts, donc ça va chauffer, quoi. 9 watts, pardon, ça va chauffer. Alors, forcément. Moi, j'ai une petite question, Christian. Oui. Oui. Est-ce que y aurait un petit montage type qui correspondrait à l'usage de chacun des transistors? Genre, voilà, c'est un montage inductif, ben vaut mieux mettre un PNP. C'est un montage résistif, vaut mieux mettre un NPN. Enfin, je sais pas. C'est une question qui me vient. Je me dis que ce serait super pour faciliter, je pense, la compréhension, de dire, bah, de manière générale, hein, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'exceptions et le but, c'est pas de rentrer vraiment dans la finesse de tous les montages, mais de manière générale, un NPN, c'est pour une commutation, un PNP pour une amplification, etc. Enfin, est-ce que ma question est claire? Oui, alors la question est claire. Si on est uniquement en commutation, on va dire que le NPN, lorsque l'alimentation est dans ce sens-là, c'est-à-dire que notre système est basé par rapport à la masse, hein, tous les éléments sont par rapport à la masse, c'est-à-dire que le Raspberry ou l'Arduino ou la Teensy, les tensions de sortie se font par rapport à la masse. Dans ces cas-là, on va utiliser un NPN puisque la source d'alimentation que l'on aura sera, elle, connectée pour le moins à la masse et l'autre connecté à sa charge qui sera relié au collecteur. Donc on ne peut utiliser que ça. Si c'est quelque chose qui est assez consommateur d'énergie et qu'on veut surtout privilégier la quantité d'énergie disponible dans l'élément, un chauffage par exemple, on va utiliser plutôt un MOS. Parce que le MOS a ses bornes, ça va dépendre le MOS qu'on va chercher, mais le MOS va avoir une résistance lorsqu'il est en conduction extrêmement faible, peut-être 0,010 milliohms ou peut-être 0,100 milliohms. Donc son échauffement sera fonction de l'intensité qui va circuler et du type du MOS. C'est-à-dire, est-ce que c'est un transistor qui va réellement avoir une résistance très très faible ou est-ce qu'il va avoir une résistance un petit peu plus élevée. Donc on va choisir un MOS dans le cas où on a des courants assez élevés et des vitesses de commutation pas trop rapides. Là, on va utiliser un MOS. Par exemple, un chauffage de plateau d'imprimante, on va utiliser un MOS parce qu'on n'a pas envie de perdre de l'énergie dans le transistor, parce qu'on n'en a pas beaucoup, on n'a que 24 volts, donc si on perd déjà un demi-volt dans le transistor, ça fait plus que 23 volts 5, plus les fils et tout ça, on va perdre de la puissance. On va utiliser un MOS. Comme les vitesses de commutation sont faibles, on utilise ça.
On veut commander un moteur, par exemple. Un moteur, on a besoin de vitesse de commutation un petit peu plus rapide. On veut quelque chose d'un petit peu plus solide. Bon, eh bien, et puis pas trop cher. Ben, on va utiliser un transistor comme en PNP ou NPN parce que on va pouvoir augmenter la vitesse de commutation. On aura de la perte aux bornes parce que ce sera 0,5 V en permanence ou 0,3 V comme je disais tout à l'heure. Indépendamment du transistor, voilà, quel que soit le transistor, on aura toujours la même chose, à quelques millivolts près ou quelques centaines de volts près. Donc on va utiliser le transistor pour un moteur ou un relais ou quelque chose comme ça. Mais bon, il n'y a pas de règle particulière. Si on a un transistor MOS et puis qu'on a N et puis qu'on n'a pas de PNP, on va mettre le MOS. Et si on a un PNP et on n'a pas le MOS, on va mettre. Voilà, ça n'a pas trop d'importance. À savoir maintenant si c'est un PNP ou un MOSP, eh bien ça va dépendre de l'endroit où est branché le dispositif de commande. Lorsqu'on a un P, comme ici, il faudrait que la commande se fasse entre le plus d'alimentation, c'est-à-dire entre le 15 et la base. Non pas comme moi je l'ai mis ici, là, dans le dispositif. Il faut inverser tout le montage. Ça veut dire que la référence est la tension d'alimentation la plus haute, c'est-à-dire 15 volts. Et toutes les autres étant des tensions négatives. On est dans un montage inversé. C'est-à-dire que la masse, en fait, elle est à 15 volts et la masse devient moins 15. On ne le voit pas ici, bien sûr. Mais ce serait ça. Ici, on mettrait notre connecteur de masse dans la partie haute. Donc le plus 15 ici deviendrait la masse. Le 0 ici deviendrait moins 15. Et notre générateur serait branché ici. C'est pas le bon. Hop, notre générateur serait branché comme ça. Pour que la génération de tension se fasse entre l'émetteur et la base. Et non pas entre le collecteur et la base comme on a fait tout à l'heure là. Et ça va être très peu d'importance puisqu'on n'utilise pas le montage là, on s'en fiche. Mais dans un montage où la masse est connectée au plus, on utilisera un PNP et un MOSP de même manière. Si la masse elle est connectée au 0 volt, on utilisera un NPN. C'est ça la règle. Voilà. Ça répond ? Ouais, alors comment ça se fait qu'il y a plus de transistors NPN que de PNP alors du coup? Parce que là, alors, en fait, il y a plus de transistors. Ouais, parce que c'est plus facile à construire. Et puis c'est plus facile à construire et le dopage du silicium est plus facile à faire pour du N et le rendement des transistors, enfin les transistors N étant plus facile à manipuler et à construire, ils ont aussi des qualités et des performances beaucoup plus importantes que les transistors P. Ok. Voilà. Et la même chose pour les MOS. On a beaucoup de transistors MOS N avec des performances assez importantes, c'est-à-dire des résistances en conduction, donc drain source extrêmement faibles, parce que c'est plus facile à construire. Les tensions sont aussi beaucoup plus importantes. On va pouvoir avoir des NPN très peu chers avec des tensions de 400 volts. Quand on veut un PNP avec des tensions de 400 volts, il y en a déjà beaucoup moins dans les catalogues. Donc voilà, le gain aussi. Un transistor PNP souvent a moins de gain qu'un transistor NPN. Donc voilà, c'est plus facile à construire et ça, c'est de meilleure qualité, ou disons des caractéristiques techniques sont meilleures sur un NPN que sur un PNP. Mais après, on associe les deux. Hein. Après, on a ce qu'on appelle des transistors appareillés ou des transistors dont les gains ou les caractéristiques sont les mêmes aux polarités près d'un côté à un autre. Heureusement, il existe des couples de transistors réputés qui sont, je sais pas, moi je pourrais citer par exemple, on appelle des petits transistors petits signaux BC548. Eh bien BC548 on va être en NPN et puis BC558 on va être en PNP. Et ce sont les mêmes, sauf qu'ils sont polarité inversée. Ils ont les mêmes gains, les mêmes vitesses, ils ont été fabriqués exprès pour ça. Ou je sais pas moi, TIP 41, TIP 42, pareil, on aura un PNP, NPN, BD 136, BD 135, pareil, on aura NPN, PNP. C'est des couples. Ça, on va le voir après. Un couple de transistors montés pour faire quelque chose qui n'est pas du coup de la commutation, mais qui est de l'amplification. Voilà, ça, on fera juste un petit passage tout à l'heure là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors si je résume, pardon, l'utilisation d'un NPN, c'est quand la masse est à 0
Et si j'utilise une masse qui est reliée à une tension négative, je vais privilégier un NPN. Un PNP, pardon. Oui. C'est-à-dire, non, si ta masse est connectée à la tension positive, tu vas utiliser un PNP. Si la masse est connectée à la tension négative, tu vas utiliser un NPN. Si la référence est à 0, tu utilises un NPN. Si la référence est à plus 15, est au plus, hein, la référence est au plus, donc ça veut dire que la valeur, elle est à moins, elle est négative, la valeur de la tension d'alimentation est négative, on va utiliser un PNP. Ok, ça marche, c'est bon pour moi. Tout dépend du côté où est la masse et où est la référence en fait. Bon, il suffit on pourrait avoir la même chose en PNP si on avait eu un dispositif effectivement négatif avec une tension négative dans les circuits. Eh bien, on aurait utilisé un PNP parce que le NPN aurait montré les mêmes difficultés à commuter que ce que montrait le PNP dans notre état d'aujourd'hui. Alors, si je prends un exemple d'une alim, si je voulais faire une alim symétrique. Eh ben, d'un côté, tu aurais un PNP et de l'autre côté un NPN. Ouais, c'est ça. Tout inversé. Voilà. Voilà, tu aurais fait la même chose, c'est le même montage, ton NPN, ton PNP, c'est le même montage aux polarités près. C'est vraiment le symétrique, c'est-à-dire que quand tu avais un émetteur vers la sortie pour la partie positive et le collecteur étant relié à la source, hein, dans la partie positive, tu aurais la même chose dans la partie négative avec l'émetteur dans la sortie et le collecteur vers l'entrée, moins 15. On serait pareil. Inversion près de polarité, de composants, quoi. Tout pareil. Ben, on va le voir dans le montage d'après. Ça. Justement, on va utiliser ça. Alors là, on ne sera pas en source commune ou en émetteur commun, mais on va être en collecteur commun. Ça veut dire que notre amplificateur qu'on va voir tout à l'heure, il n'aura pas de gain en tension. C'est-à-dire que quand on mettra 1 volt à l'entrée, on aura 1 volt à la sortie. Comme dans le transistor ici, là, quand on met 1 volt là, on a 1 volt ici. Si on met 5 volts là, on a 5 volts là, à la tension de base émetteur près. Mais en tous les cas, la tension de l'émetteur suit la tension de la base. Eh bien, on aura la même chose que ça, mais on va l'utiliser en couple. Ça veut dire qu'on va mettre un NPN et un PNP, et on va voir qu'on va avoir en sortie une tension qui va être celle de l'entrée. Celle de l'entrée. Tout simplement, avec une puissance quand même importante, sinon ça servira à rien, mais celle de l'entrée. C'est un peu le principe du push-pull alors, si je ne C'est ça, c'est ce qu'on va voir. Le push-pull, mais en gain unitaire. Il n'y aura pas d'amplification. Mais ça, c'est ton choix en fait. C'est que toi, tu as choisi de ne pas faire d'amplification, mais tu pourrais le faire aisément si tu le souhaitais. En règle générale, quand il y a un push-pull, il n'y a pas d'amplification, on met l'amplification avant. D'accord. Et on lèche le push-pull sans amplification. C'est beaucoup plus simple. Okay. Parce que pour moi, le push-pull, c'était la puissance pour faire bouger la membrane du HP, par exemple. C'est ça, c'est ce qu'on va voir. Alors du coup, pourquoi on n'amplifie pas avant? On n'amplifie pas, on amplifie avant, on n'amplifie pas après. On va avoir un gain en courant, mais on n'aura pas un gain en tension. C'est-à-dire qu'on va être capable de driver 1 ampère, mais pas sous 300 volts. Ok. Enfin, si 300 volts, si les tâches préamplification a transféré le 1 volt de ta sortie de console en 300 volts, il y aura 300 volts à la sortie. Mais si ta console ne sort que 1 volt, à la sortie de ton push-pull, tu n'auras que 1 volt. Okay. Par contre, tu auras de l'ampère, mais tu n'auras que 1 volt. Alors, si ta bobine est une bobine qui bouge sous 1 volt, ben, pas de problème. Mais s'il lui faut 50 volts pour bouger, ben, elle ne va pas bouger. Ça marche. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres choses, François? Est-ce qu'il y a des petites choses que tu es toujours là? Oui, François, il est là. Oui, je suis toujours là, je vous écoute avec attention et ça me rappelle mes cours d'il y a 25 ans, comme la semaine dernière. Bah je ouais. me rappelle que j'ai grillé pas mal de neurones depuis et ça fait du bien de se rafraîchir la mémoire. Ouais, bah, surtout que ça, on l'utilise quand même, quoi, malgré tout. Puis c'est aussi bien de savoir un petit peu pourquoi on a mis ça ou pas. Après, on pourrait, si on veut, revenir dans les détails. Pourquoi j'ai mis 10 kOhms? Est-ce que ça avait une importance? J'ai mis 47 kOhms, j'ai mis 10 kOhms. Bah, c'est parce que... Les courants de source, si ma mémoire est bonne, non, parce que dans les... Voilà. Dans les datasheets, il y avait des courbes... Il y avait des courbes multiples, il y avait des pentes en fonction du courant que tu projetais sur le cadran supérieur droit de la courbe. Tout à fait. En fonction de la tension que tu voulais obtenir en sortie, tu avais un point de fonctionnement qui se déplaçait le long de la courbe.
Voilà. Ah oui, non, mais c'est ça, exactement. Étudiant avec ça, et ça m'aurait Après, toujours penché, mais... dans la pratique, bon, je veux dire, c'est pas, on l'utilise pas, mais c'est vrai que quand on veut faire quelque chose de parfait, on va être obligé d'utiliser ça. Mais là, j'ai fait surtout ça, par exemple, bloqué saturé, je m'occupe pas. En mode interrupteur, tu travailles pas en mode Voilà. amplification. Voilà. Moi, j'ai mis quand même une petite résistance entre les deux, parce que ça nous permet de mieux voir cette tension qui augmente, qui passe donc de 0 volts, enfin qui passe de 700 millivolts à 2 volts 5 pour pouvoir commander le transistor. Sinon, on n'aurait pas vu quoi. C'est le différentiel est trop faible pour que ça puisse se voir. Puis comme les courbes, je les mélange, il vaut mieux que j'ai des tensions assez importantes à chaque fois parce que sinon on ne voit pas grand chose. Tout à l'heure, j'avais mis la courbe d'intensité qui traversait la base par rapport à la courbe d'intensité qui traversait le collecteur. Eh ben, les deux ensemble, on voit bien que c'est très peu visible. Alors que quand je décale ma courbe, on voit bien quand même qu'on a une augmentation de l'intensité de base, mais évidemment, c'est pas sur la même échelle. Ici, j'ai une échelle sur laquelle j'ai 400 milliampères et 124 microampères. Et en haut 400 microampères, alors que ici j'ai l'échelle de gauche, je vais de 7 microampères à 14 milliampères, donc on n'est pas dans les mêmes rapports d'échelle, donc c'est difficile à voir sur les mêmes courbes. C'est pour ça qu'avec des tensions et que j'augmente expressément, de manière artificielle ou disons en tous les cas de manière exagérée les résistances, eh bien on voit plus facilement. Mais c'est pas les valeurs qu'on utiliserait en réel. On n'utiliserait pas ça en réel. Là, entre le 1 kΩ et 10 kΩ, on a 10. Bon, pour un système en commutation, ça irait, mais si on avait une résistance, par exemple, de 10 ohms, eh bien, ça voudrait dire qu'on aurait un rapport de 1000 entre les deux. Donc, ça veut dire que il faudrait que mon transistor soit capable de fournir un courant 1000 fois plus important à celui qui est traversé par ça. Donc comme on a un rapport entre les deux résistances de 1000, on voit bien que notre transistor ne sera jamais capable de fournir ça puisqu'il a un gain de 100. Donc il ne pourra pas fournir l'ampérage que je lui demande là, c'est pas possible. Donc c'est pas tout à fait les bonnes valeurs, ça se calcule après, hein. Quelle valeur on va mettre ici, quelle valeur on va mettre là. Je me souviens en TD avoir pas mal souffert avec ça à l'époque. Ah ouais. Et puis après, on le calcule aussi en réel. Hein. C'est-à-dire que si on voit que notre transistor en commutation complètement en haut, au bout d'une heure, il commence à monter en température, on est peut-être et qu'on a mesuré aux bornes une tension de 2 volts par exemple, on est en droit de se dire que le transistor il n'a pas commuté. Peut-être qu'il faut qu'on revoie notre copie et qu'on augmente la tension un petit peu ou le courant en tous les cas qui circule dans la base. Même chose pour notre MOS, hein. On l'a mis en conduction, on regarde, on mesure aux bornes, on trouve 2 volts. C'est certainement que la tension sur la guette elle n'est pas assez importante. Peut-être qu'il faudra mettre davantage. Peut-être c'est 10 volts. On regarde les caractéristiques du constructeur. Le constructeur dit avec 5 volts, vous avez une résistance de 1 ohm. Avec 8 volts, vous avez une résistance de 0,01. Peut-être qu'on n'a pas monté la tension assez forte et qu'effectivement, c'est peut-être pas le bon transistor. Parce que si on en avait un Arduino à 5 volts et que notre transistor, pour commuter, il lui faut 8 volts, on va pas pouvoir le faire avec notre Arduino. C'est mort. Il faut qu'on change de transistor. On trouve un MOS différent. On n'aura pas ce problème avec les... Avant, voilà. Dans ces cas-là, on va utiliser un driver. Voilà, on a un étage avant qui va nous charger d'amplifier ça. Mais on voit bien qu'on va complexifier le montage, donc autant prendre le bon composant. C'est un petit peu ce qui caractérise les transistors MOS, c'est qu'on va avoir des transistors MOS qui vont être prévus pour des hautes tensions, avec peut-être des résistances drain-source assez élevées, parce que les commutations n'ont pas besoin d'être faites sur des courants importants. Et puis on va avoir des transistors qui sont faits pour les basses tensions, dans lesquels les courants drain source seront très élevés parce que les résistances on de ces transistors là seront très très faibles, mais ils pourront pas être alimentés plus que 50 volts par exemple, parce que sinon ils vont griller. Et puis peut-être que la guette sur ces transistors là, elle est à 1 volt 2. Ça veut dire que dès qu'on dépasse 1 volt 2, il commence à entrer en conduction, et puis peut-être qu'à 1 volt 4, il est complètement en conduction. Donc on va avoir ça aussi. Et puis d'autres, il leur faudra 8 volts aux bornes parce qu'ils sont utilisés dans des dispositifs où les tensions sont plus élevées. Voilà. Il y a un panel de transistors de toute façon, qu'il soit NPN, qu'il soit bipolaire ou qu'il soit MOS, on aura un choix à faire suivant l'usage. Hein. On ne va pas utiliser n'importe quoi, n'importe où.